Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'effet patrimoine. On s'intéresse aujourd'hui à une classe d'actifs qui rassure, qui résiste et qui séduit. C'est l'immobilier haut de gamme et effectivement de plus en plus de gros patrimoine face à la volatilité des marchés, à la baisse d'attractivité des obligations, à l'attentisme des bourses, se penche sur une stratégie d'actifs réels. Et on va voir à travers des solutions sur mesure, parfois complexes mais prometteuses en matière de performance et de stabilité, que l'immobilier haut de gamme coche beaucoup de cases. Alors Club Deal, Private Equity Immobilier, opération de transformation ou encore actifs pan-européens. Qu'y a-t-il exactement sous le capot? Quelles promesses et quelles limites? On en parle dans un instant avec nos experts. Les experts dans l'effet patrimoine spécial immobilier haut de gamme. On est ravis d'accueillir Julien Amagiteri. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du Family Office Com. Bienvenue à vous. À vos côtés, Souleymane Jean Galadima. Bonjour Souleymane. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur du Multifamily Office Sapiens. Et enfin, Bastien Baron. Bastien, bonjour. Bonjour. Bastien, vous êtes président fondateur de Justae Gestion Privée. Messieurs, on commence tout de suite avec cette question. On a l'impression qu'il y a vraiment un regain d'intérêt, Julien, pour la pierre de la part des grandes fortunes. Alors, ça fait toujours partie de leur patrimoine, bien évidemment. Mais là, peut-être une certaine lassitude de ces actifs qui sont extrêmement volatiles, notamment en bourse, avec les Trumptitudes qu'on a actuellement. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également, que vous voyez parmi votre clientèle ? Oui, bien sûr. Merci de nous inviter pour débattre sur ce sujet. Ça nous concerne au quotidien. Je trouve que l'évolution, en tout cas les attentes de nos clients, a évidemment changé. On pourrait utiliser la méthode des comparables et observer ce qui se passe sur les autres classes d'actifs. En effet, volatilité, inquiétude de rendement, aléas, en tout cas géopolitique, géofinancier, que sais-je, enfin tous les sujets qu'on peut connaître malheureusement dans notre actualité. Je pense que, et plus globalement, l'immobilier s'inscrit sur la dimension private asset. Donc on pourrait évidemment loger dette privée, private equity, immobilier évidemment. Et il y a un engouement pour cette classe d'actifs. C'est d'ailleurs notre conviction la plus profonde et je pense que nous partageons cette conviction-là avec mes confrères. Ça fait partie de l'ADN de Com depuis la création en 2016. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Et cette dimension private asset a toujours fait partie de nos fondations parce que, en effet, ces classes d'actifs répondent particulièrement bien aux attentes des grandes fortunes, régularité, actifs tangibles. Et c'est une conviction profonde chez Com. C'est une conviction, oui. Tout simplement parce que la classe d'actifs, en tout cas l'immobilier, pour nous, en tout cas sur l'immobilier haut de gamme, parce qu'on pourra définir, l'immobilier est une classe d'actifs assez vague, mais en tout cas sur l'immobilier haut de gamme de luxe parisien, c'est résilient, c'est performant, et en effet c'est décorrélé de l'environnement économique, hausse des taux ou inflation, que sais-je, peu importe. En fait le sujet c'est que pour les grandes fortunes de toute façon, ça ne modifie pas radicalement en tout cas leur comportement et leur conviction d'investissement. Donc ça reste évidemment une classe d'actifs que nous privilégions, raison de cette association également avec Barnes. On va en parler dans un instant. Souleymane Galadima, justement, chez Sapiens, là aussi, montée des actifs réels ces derniers temps, c'est quelque chose que vous ressentez ? Effectivement, comme l'a dit Julien, on sait une forte volatilité aujourd'hui des marchés financiers. On a des investisseurs qui cherchent à améliorer la résilience de leur portefeuille. Et donc dans la catégorie des actifs réels, on va retrouver naturellement les infrastructures et surtout l'immobilier qui est un sujet que les investisseurs maîtrisent parfaitement. L'enjeu va juste de ne pas faire un doublon de leur patrimoine en fait historique. Oui. On a souvent des investisseurs qui ont une résidence principale, des résidences secondaires, peut-être de l'immobilier professionnel, et donc ça va être de trouver des classes d'actifs immobiliers, notamment de l'immobilier de luxe, pour les amener à avoir un maximum de diversification. Selon leur profil, leur projet, soit sur de la pure capitalisation, soit plutôt sur des sujets de distribution. Bastien Baron, on termine ce premier tour de table, ce tour de chauffe justement sur la big picture, sur cet immobilier haut de gamme, extrêmement résilient. Oui, tout à fait. Je pense que je ne vais pas faire de redite, mais en fait, ce qui a été dit est assez vrai, c'est que la classe d'actifs est assez large. Il y a des choses que nos clients ont déjà naturellement en portefeuille, d'autres qui l'ont moins. Et sur la partie actifs réels et l'immobilier, plus précisément, on peut retrouver notamment la partie hôtellerie, dont on va peut-être pouvoir parler. On parlait un peu de sujets pan-européens, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les contacts et le réseau pour pouvoir réaliser des investissements en dehors de leur cercle, on va dire, souvent soit parisien ou au moins français. Et on peut aussi retrouver d'autres choses, comme peut-être la partie un peu logistique. On peut loger sur la partie immobilière, infrastructure, qui peuvent amener en fait aussi une certaine résilience, une certaine appétence aussi de se dire je vais pouvoir investir dans un secteur un peu de niche et sur lesquels les perspectives sont
plutôt très bonne, en tout cas dans ce qu'on peut espérer. Ouais, résilience, c'est vraiment le mot qui caractérise cet immobilier haut de gamme, parce que même si on a une certaine crise de l'immobilier depuis 2-3 ans qui touche les bureaux, mais aussi le résidentiel, on va dire moyen de gamme, le haut de gamme, alors lui, il résiste complètement. En témoigne une conférence de presse la semaine dernière avec Barnes, qui nous disait, effectivement, ça baisse pas, on a pu avoir une surinflation à un moment, mais finalement, c'est extrêmement résistant. Vous avez décidé, chez Com, justement, Julien, de vous associer pour proposer un fonds dédié à l'ultra-luxe parisien. Expliquez-nous. Oui, alors l'association, ce n'est pas uniquement et simplement pour cette raison. On reconnaît et on conjugue en fait par cette association le talent, l'expertise de Barnes, leader incontesté ou incontestable en tout cas sur l'immobilier haut de gamme, en France mais également à l'étranger. Je rappelle que Barnes, c'est globalement plus de 180 agences et 20 pays différents, donc avec une lecture très internationale du marché de l'immobilier haut de gamme. Je pense aux États-Unis, je pense évidemment au Moyen-Orient, je pense à l'Europe, donc avec une vraie marque de fabrique. Et justement, en conjuguant à la fois cette expertise immobilière, cette reconnaissance de fait, et l'expertise financière de Com, on a souhaité en fait conjuguer les deux. Donc nous avons créé Barnes Family Office by Com, qui est le Family Office de Barnes, avec pour vocation évidemment d'accompagner les grands clients de Barnes. Et à cela, évidemment, c'était aussi reconnaître, comme je le disais, leur savoir-faire. Et nous avons souhaité créer un fonds que nous avons appelé Demeure. Demeure est un fonds très singulier. Il a pour vocation à réaliser exclusivement des opérations de marchand bien et de manière tout à fait singulière sur l'immobilier de luxe parisien, dans un premier temps. Pour le moment, 3 opérations menées. Ce qui est primordial, évidemment, vous en doutez, c'est la localisation en fait, du bien, l'adresse. Donc 3 opérations, une première sur l'île de la Cité, une deuxième avenue Montaigne, une troisième place des Vosges. Donc très important. Et finalement, le projet est le suivant. C'est utiliser le format du private equity, donc se dire en fait finalement d'avoir des investissements sur cette classe d'actifs avec un modèle de rémunération qui soit à la fois transparent mais qui soit aligné avec les intérêts du client, en tout cas avec la performance de proposée. Et sur ces classes d'actifs, le but c'est d'acheter évidemment des actifs peu chers, de pouvoir y faire des travaux, je pense à l'île de la Cité. Souvent conséquent quand même. Oui, on est entre 5 et 6 000 euros du mètre carré de travaux. Donc pour arriver vraiment au standard de l'hôtellerie haut de gamme. Oui, pas de l'hôtellerie là en l'occurrence, c'est vraiment du résidentiel, c'est vraiment du logement, mais qui s'adresse particulièrement à des investisseurs étrangers, en l'occurrence l'île de la Cité plutôt à une clientèle américaine, l'avenue Montaigne plutôt à une clientèle émirati. Et la vocation et l'intérêt de cette opération avec Barnes, cette association, c'est qu'on connaît l'exit. C'est qu'en fait, en fonction de la typologie du bien, on va façonner les travaux en concert avec évidemment l'équipe de consultants et l'agence à proximité, je pense à l'agence du Marais en l'occurrence pour l'île de la Cité, et en fonction de la typologie du bien, on va pouvoir organiser les travaux, puisqu'ils connaissent particulièrement bien le secteur, savoir quelle est la population dédiée en tout cas à cette zone, et de pouvoir façonner ces travaux et de pouvoir proposer de fait, en fait, ce bien à une clientèle, alors là en l'occurrence américaine, grâce en utilisant évidemment le réseau Barnes aux États-Unis. Oui, ils ont déjà finalement le fichier entre guillemets et les attentes, ils connaissent parfaitement. Et donc nous, on les appelle les produits brosse à dents, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on façonne ces produits, encore en l'occurrence en fonction des besoins. Et l'idée c'est que pour l'investisseur, ils viennent déposer ce sac et que l'ensemble des travaux soient évidemment réalisés et correspondent en fait à leurs attentes. Et là-dessus demeure l'objectif, c'est d'atteindre, je parlais tout à l'heure de comparable en tout cas avec le private equity. Sur les premières opérations, c'est entre 14 et 15% de TRI par an. Donc on est vraiment sur une typologie, une classe d'actifs qui sait se distinguer. Ouais. C'est résilient, c'est performant et c'est tangible. Et en l'occurrence, pour ces adresses-là, vous vous doutez que c'est tout à fait liquide. Si demain on avait besoin de pouvoir vendre assez rapidement ces actifs, on peut le faire aisément. Sans être bloqué non plus une dizaine d'années comme d'autres classes d'actifs. Sur les magasins d'images, chez Sapiens, vous également, vous faites des produits un petit peu plus sophistiqués à l'intention des patrimoines intermédiaires. Expliquez-nous. Alors effectivement, nous on a comme cible des patrimoines intermédiaires, souvent des entrepreneurs de première génération qui ont des patrimoines entre 1 et 20 millions d'euros. Oui. On a volontairement voulu un ticket d'entrée assez modeste pour capter des entrepreneurs qui ont leur premier dividende envie de placer. Donc à partir de 100 000 euros, ils peuvent commencer à travailler avec nous. Et pour ce faire, en fait, on s'appuie sur la sélection de solutions d'investissement de notre actionnaire de référence, qui n'est autre qu'Ivesta, qui est un autre gros multi-family office parisien avec 6 milliards d'encours, et donc qui, par sa puissance financière et son réseau, nous alimente à la fois en club deal et également en fonds d'investissement immobilier. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a essentiellement travaillé sous ce format-là, notamment sur plutôt des stratégies qu'on appelle des stratégies value-add à forte création de valeur, qui peuvent être des repositionnements d'actifs,
avec des acteurs comme par exemple Mata Capital, qui peut le faire sur notamment plutôt de l'immobilier commercial, sur de l'hôtellerie, sur du commerce, etc. On peut le faire aussi avec Mindstone, puisqu'on parlait de l'immobilier luxe qui a été aussi une référence, notamment sur le repositionnement de loft parisien dans le triangle d'or pour potentiellement une clientèle étrangère, et donc avec un niveau de finition assez exceptionnel. Et on a aussi réalisé des club deals, donc des opérations plutôt dédiées, quand les investisseurs avaient la volonté de connaître parfaitement un actif, d'avoir aussi une maturité beaucoup plus courte que celle d'un fonds. La dernière en date était notamment avec Mata Capital, rue Bonaparte, juste en dessous de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Adresse très sympathique. Très sympathique. Et très prisée, clientèle américaine, on parlait avec Julien, ou internationale ou plutôt locale? En l'occurrence, là, on était sur pas du résidentiel, mais plutôt des pieds d'immeuble. D'accord. Donc ce sera plutôt une clientèle ensuite professionnelle. Une fois qu'on a repositionné l'actif, en l'occurrence Mata Capital, ce sera plutôt des SCPI ou des foncières ou des singles qui sont ravis d'acheter l'actif une fois stabilisé. Bastien Baron, chez Justae, quel type d'opération vous faites sur cet immobilier haut de gamme? Non, je pense que tout le monde est un peu sur la même stratégie, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'acheter. Club deal également? Ouais, plutôt en club deal, soit en equity, soit en dette privée. On aime bien la partie dette privée aussi. Et du coup, juste pour reprendre un peu ce qui a pu être dit, l'idée est jamais d'acheter un bien, finalement de le détenir et de le conserver, on va dire, pendant X années. C'est plutôt de repositionner un actif pour aller rechercher une création de valeur en réalité. Donc là, c'est là qu'on est sur la catégorie plutôt value add. Et sur la partie, et on va nous aussi rechercher des rendements qui sont au moins de 15% sur cette classe d'actifs. Pourquoi 15% par an en TRI? Parce que finalement, sur la partie dette privée, on arrive à avoir des rendements qui sont de l'ordre de 8 à 10% avec des durations assez courtes, 12-24 mois. Souvent, on peut faire des bridges avec des fonds d'investissement, etc. Donc, avec un certain nombre de garanties qui sont assez importantes et qu'on va exiger. Donc, finalement, si on va aller rechercher si on va aller se positionner sur de l'equity avec un LEA qui ne va pas être le même en termes de duration, en termes de travaux, en termes de permis, potentiellement en termes de recours auprès des tiers, on va forcément aller rechercher en fait un TRI plus élevé qui va compenser les aléas qu'on peut potentiellement supporter. Donc évidemment, la localisation est clé forcément, et après derrière ça va être avec quels acteurs on va pouvoir travailler, parce qu'effectivement il y en a, on parlait de Barnes tout à l'heure ou de Mata Capital, il y en a qui ont l'expérience en fait de ces sujets, et c'est auprès de ces personnes qu'il faut être capable de s'entourer. Voilà, avec après ce premier tour de table, nos experts, on a bien décrit le marché et ce qu'on pouvait faire. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, justement sous le capot de ces fonds et de ces club deals, explorer les mécanismes, peut-être les limites, aussi les pièges à éviter. C'est tout de suite dans le débat. L'effet patrimoine, place au débat. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces club deals immobiliers dont on veut parler? Quels sont peut-être les pièges à éviter? On en parle avec nos trois experts du jour. Julien Magiteri, le président fondateur du Family Office Com. Souleymane Jean Galdima, directeur général cofondateur du Multifamily Office Sapiens. Et Bastien Baron, président fondateur de Justae Gestion Privée. Souleymane, on redémarre avec vous avec peut-être une explication de ces club deals. On parle d'equity, de dette. Le club deal, c'est quoi exactement? Alors, le club deal, on l'oppose à un fonds discrétionnaire. C'est-à-dire que dans un fonds discrétionnaire, on ne sait pas dans quoi on va investir, on fait confiance à l'équipe de gestion. Oui. Dans un club deal, on sait dans quel actif ou dans quel portefeuille en fait, d'actifs on va investir. Et c'est ce qui plaît aux investisseurs, puisqu'ils peuvent vraiment plonger dans le détail de l'opération et dans son business plan. D'un point de vue juridique, il existe toute typologie de format juridique sur les club deals. On peut être sur un FIA, type une SLP, une société de partenariat, ou un fonds professionnel de capital investissement. Ça peut être une SAS. Il existe plein de formats différents. Oui. Néanmoins, on retrouve généralement un nombre assez restreint d'investisseurs. Voilà, on n'est pas sur des milliers. Voilà, on n'est pas sur une SCPI. Ouais. On est souvent d'ailleurs sur un fonds plutôt fermé, c'est-à-dire qu'il y a une durée fixe. Et on est souvent sur un niveau de performance. On parlait sur la séquence précédente, de 10 à 15% de TRI, on est souvent sur des niveaux de performance assez élevés. Avec un ticket d'entrée quand même. Avec un ticket d'entrée qui peut être aussi élevé. Alors il en existe à 200 000, 500 000, 1 million d'euros, voire au-delà. Mais effectivement, l'idée est de permettre à des happy few d'avoir accès à une opportunité, en étant également conscient que c'est souvent des opportunités sur des durées très courtes. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité pour les investisseurs de très vite mobiliser ce cash, prendre sa décision et se positionner. C'est pour ça qu'on essaie d'être toujours vigilant sur la poche que doit représenter ce club deal dans la location d'investisseurs et qui doit rester, entre guillemets, modéré par rapport au risque associé. Bastien Baron, on parle de club deal equity, mais aussi dans la dette. C'est ce que vous faites? Expliquez-nous ce que c'est exactement. Oui, il y a des opérations de dette qui peuvent être intéressantes. Ça peut être un fonds d'investissement, par exemple, qui a pu acquérir un bien et qui va souhaiter, qui n'a pas forcément travaillé, qui n'a pas forcément levé de la dette initialement sur ce bien, qui va souhaiter le repositionner potentiellement. Et donc là, il va chercher à lever de la dette assez rapidement.
Donc souvent les banques vont pas être en mesure d'accompagner l'acteur suffisamment vite. Et donc dans ces cas-là, en fait, il va aller rechercher de l'argent du coup très vite auprès d'acteurs privés. Et dans ces cas-là, il va être prêt à payer un rendement assez élevé, donc souvent aux alentours de 8 à 10%. La duration est assez courte, on est souvent sur 12-24 mois maximum, ça peut être un genre de bridge, en fait, avant qu'il arrive à obtenir, soit qu'il revende le bien à terme, soit qu'il se repositionne auprès d'une dette plus senior, et dans ces cas avec un coût plus faible. Oui. Et dans ces cas-là, ce qui est assez intéressant, c'est que les clients ils apprécient, c'est que la duration elle est courte, les stratégies d'exit sont déjà identifiées, on a un sous-jacent immobilier derrière, on va exiger un certain nombre de garanties qui vont être notamment des garanties, une hypothèque de premier rang déjà sur le bien, on va avoir un nantissement des titres de la société, donc un nantissement aussi de premier rang sur les titres de la société qui détiennent le bien. On peut demander aussi à avoir un engagement de non-endettement additionnel. Et souvent, ce qu'on va regarder aussi, c'est le ratio LTV, donc ça va être le loan to value, donc c'est-à-dire tout à fait, donc la part en fait de dette que ça représentait par rapport au bien. Donc c'est assez bien bordé finalement. Ouais. On a finalement assez peu de risques, Julien, en écoutant Souleymane et Bastien. On se dit que c'est quelque chose qui arrive à terme dans 90%. Est-ce qu'il y a cependant des risques ou des pièges à éviter dans ces clubs deals? Je pense qu'on l'a évité. Des institutions comme les nôtres, on se porte garant pour nos clients de l'analyse des garanties. C'est évidemment primordial de s'assurer un effet de la garantie de premier rang, de s'assurer le nantissement des titres de la fiducie ou de la holding de tête, d'avoir évidemment un collatéral en face. Là, on parle d'immobilier, on peut avoir également la même chose sur ce qu'on appelle la partie dette privée, mais asset back, c'est-à-dire d'avoir là, pour le coup, des créances en garantie. On aime particulièrement bien cette classe d'actifs. Et c'est participer aussi au financement de l'économie réelle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients attendent aussi, de la part de conseils comme nous, de pouvoir justement faire en sorte de réconcilier le capital et le patrimoine avec l'intérêt collectif, c'est-à-dire comment financer aujourd'hui une PME, une entreprise qui a besoin de financer son BFR. Je ne donnerai pas le nom là, mais récemment, on était face à une société qui fait 95% de son chiffre d'affaires dans la défense et dans le nucléaire, et aucune banque française voulait la financer puisqu'elle n'est pas RSE. Donc finalement, elle a été chercher des capitaux auprès d'un fonds d'investissement américain. Évidemment, on parle de souveraineté aujourd'hui. Enfin, en tout cas, nous, on essaye, je pense que c'est partagé, de faire en sorte de réconcilier justement l'intérêt du capital. Nos clients ne sont pas philanthropes, donc il faut évidemment assurer de la performance, mais de s'assurer en fait d'une garantie. Et en l'occurrence, pour l'exemple que je viens de citer, on a en garantie les créances de l'État français ou de groupes comme Dassault ou d'autres de premier plan, EDF évidemment. Donc à partir de là, pour le client, c'est à la fois une duration extrêmement courte, c'est un rendement de premier plan, c'est une garantie réelle, et c'est évidemment, dans le cadre d'une allocation d'actifs, une diversification, une solution évidente. Et on l'évoquait tout à l'heure entre nous, quand vous regardez la performance globalement annualisée sur les 20 dernières années du S&P, je vous pose la question, c'est 11% par an. 11% par an sur de la dette privée, lorsque vous êtes à 8 ou 10, ou même sur du club deal, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes entre 14 et 15% de TRI. À quoi sert d'investir sur cette classe d'actifs, avec la volatilité qui va avec les tensions géopolitiques qui sont là? Les clients veulent aujourd'hui des classes d'actifs résilientes et surtout de pouvoir pérenniser un rendement, de pouvoir maîtriser, comme tu le disais tout à l'heure, l'esprit club deal. C'est évidemment la transparence et l'alignement d'intérêts, donc de donner en fait, d'éviter l'intermédiation, de donner accès en fait à des investissements à l'ensemble de nos familles. Bien sûr. Souleymane Ghalima, vous avez signé quelque chose d'important, c'est souvent que les patrimoines sont déjà souvent importants, résidence principale, résidence secondaire, et il faut apporter une diversification. C'est pas évident parce qu'on peut imaginer que Grande Fortune a déjà peut-être son immeuble particulier, c'est une belle résidence à Paris, une ou deux résidences secondaires, et on l'a fait réinvestir à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de juxtaposition? Alors, il peut y avoir un risque de juxtaposition, mais on peut différencier déjà la typologie de stratégie. L'immobilier, entre guillemets, de jouissance, il est plutôt sur l'immobilier long terme, les rendements. Nous, on va plutôt sur les clubs deals travailler des immobiliers de repositionnement, donc à création de valeur. Ensuite, on peut varier les classes d'actifs. On peut travailler des sujets comme l'hôtellerie, comme les pieds d'immeubles, sortir aussi un peu du pur résidentiel. Et enfin, j'anticipe votre question, c'est la dimension internationale. C'est aller effectivement on sort des frontières. Alors on peut déjà passer de l'autre côté du Rhin, puisqu'on a un marché qui est éminemment profond, avec une énorme asymétrie d'information, c'est-à-dire que par exemple sur le marché allemand, vous n'avez pas de base Patrim, vous n'avez pas de cadastre centralisé comme en France. Donc en fait, de par cette asymétrie d'information, vous avez en fait une capacité à faire des opérations off-market particulièrement intéressantes, à condition
d'être in situ, et je le résume, d'être allemand. Voilà. C'est-à-dire qu'en bossant avec des acteurs allemands, ou avoir effectivement des acteurs français qui ont des équipes en fait en Allemagne, vous pouvez effectivement vous diversifier et sortir, certes, de ce très beau pays, on est patriote, on l'apprécie, j'ai même le bleuet de France, voilà, mais tout ça pour dire que en termes de diversification, Francfort, Munich, ça fait pas moins rêver que Paris, mais il y a des affaires. Il y a des opportunités. Je rappelle quand même que l'Allemagne est le pays le moins endetté de la zone euro, donc il y a encore des opportunités pour se diversifier dans d'autres pays européens autres que la France. Bastien Baron, quelle garantie pour embarquer vos clients là, dans des TRI ambitieux, vous nous avez dit 10, 12, 14%, là aussi il faut leur apporter des garanties, qu'est-ce qu'ils demandent? Alors, Julien l'a dit, on vérifie bien évidemment, vous travaillez aussi avec des fonds je crois, expliquez-nous. Oui, tout à fait, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est qu'on va rechercher un certain nombre de garanties, on va essayer de ne pas aussi tomber dans le tableau Excel qu'on a pu nous proposer, c'est-à-dire avec potentiellement on va nous annoncer qu'on a acheté 15, 20, 30, 40% en dessous du marché et qu'on va revendre au marché ou au-dessus. Donc voilà, après c'est tous les agrégats qui vont être proposés, il va falloir être capable de les retravailler et réellement de faire tout simplement des due diligence. Je pense que c'est quelque chose qui a énormément évolué au cours des dernières années, c'est-à-dire qu'il y a des accès qu'on ne pouvait pas avoir il y a 10-15 ans, personnellement, quand je commence à travailler. Aujourd'hui, ça s'est énormément développé, institutionnalisé en réalité. C'est-à-dire qu'on a très vite accès. En fait, il y a souvent une data room ensuite qui va être mise en place. On va avoir accès à tous les agrégats. Et en fait, on va pouvoir réellement travailler avant de se dire « Ok, ce deal-là, j'y crois, je suis convaincu et je vais pouvoir le proposer en fait à mes clients. » Donc, sur quelle taille de deal vous êtes en général? C'est les deals en fait qui vont être plutôt à partir de 10 millions d'euros en règle générale. On n'a pas envie d'avoir uniquement nos clients. En fait, c'est d'avoir un ratio d'emprise qui soit trop important. Donc, on aime bien aussi d'avoir quelque chose qui soit un peu plus global. Et après, par contre, si on va sur il y a des tailles de deals sur lesquelles on va être trop petit pour rentrer. Et là, on va plutôt passer par des fonds. Donc, ça va être notamment sur la partie logistique, etc., où il y a des fonds comme EQT ou comme BlackRock, on avait des fonds de plus d'1 milliard d'euros au cours des derniers trimestres. Et dans ces cas-là, eux, ils sont sur des tailles de deals qui sont plutôt entre 50 et 200 millions d'euros. Donc là, nos familles n'ont pas forcément les capacités même avec un beau patrimoine. Puis même avec un ratio d'endettement en fait, qui peut être assez important, finalement, on ne va pas arriver sur ce genre de tickets. Et donc, du coup, c'est intéressant d'aller rechercher, un petit peu comme pouvaient dire mes collègues, c'est-à-dire d'aller rechercher aussi à l'étranger certaines choses. C'est vrai que si on n'est pas initié, qu'on n'est pas sur place, c'est pas forcément facile de pouvoir avoir les bons deals. Et il y a des équipes en fait, qui le font très très bien depuis plusieurs dizaines d'années, donc on peut se reposer aussi sur ces équipes de gestion. Bien évidemment. Alors il y a une question qui va se poser, Julien, évidemment pour le patrimoine, c'est aussi la question fiscale. Comment on optimise fiscalement, puisqu'il y aura peut-être de l'IFI qui va passer par là, quelles sont les stratégies mises en place? Très bonne question. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé l'année dernière une opération de croissance externe. Nous avons acquis un family office qui a été créé, d'ailleurs, c'est peut-être un des plus anciens en 78, puisque là, il y a la nouvelle génération, mais il y a également, c'est un métier qui existe depuis quand même quelques décennies. La singularité de ce family office est justement cette singularité d'accompagner exclusivement des clients étrangers cherchant à investir en France. Parce que lorsque vous avez un single family office new-yorkais qui cherche à acheter un bien à Paris ou sa résidence, une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, évidemment, il est confronté à l'IFI, il est confronté à la taxe sur les revenus, il peut être confronté aussi aux problématiques d'endettement, au recrutement du personnel, bref. Donc l'idée pour nous est de pouvoir à la fois apporter évidemment des solutions d'investissement pour des Français en France, mais également à l'étranger, et de pouvoir également accueillir des investisseurs étrangers principalement anglo-saxons, cherchant à investir en France ou en Europe, connaissant évidemment les conventions fiscales entre les États-Unis et la France, raison pour laquelle, et je continue le développement, nous avons ouvert un bureau à New York pour justement créer ce lien avec l'ensemble des acteurs locaux, donc conseils, pour pouvoir partager l'ensemble des informations. Donc, c'est une matière, et vous le savez, qui évolue assez rapidement. Donc l'ambition est de pouvoir avoir une connexion permanente justement sur ces actualités et de pouvoir toujours optimiser. Alors c'est pas de l'optimisation fiscale évidemment, mais il s'agit de bien mesurer en fait l'impact et les conséquences d'une acquisition ou d'une opération. Encore une fois, pour un client qui cherche à investir à l'étranger, un Français qui cherche à investir à l'étranger ou l'inverse. Donc on a cette dimension. Donc 2 avocats fiscalistes en interne, une spécialité sur la France et la fiscalité française, et une autre spécialité sur la fiscalité internationale, et matcher évidemment les deux pour répondre au mieux à nos familles. Oui, Souleymane Garivindia, je fais un pas de côté avec les cryptos. On en parle de plus en plus, on parle même d'une tokenisation, je vais y arriver, de l'immobilier. Où est-ce que vous en êtes? Vous réfléchissez sur ce sujet? C'est quelque chose qui est en train de monter en ce moment?
Alors, on a déjà une forte sensibilité digitale, puisque un tiers des équipes Sapiens sont des développeurs web, parce qu'on a digitalisé tous les processus administratifs et réglementaires pour faciliter l'expérience d'investissement. Mais au-delà de ça, effectivement, la blockchain arrive dans l'immobilier. Elle arrive en fait sous deux angles. Le premier, ça a déjà été fait, Mata Capital d'ailleurs l'a déjà fait, c'est plutôt tokeniser les parts d'un fonds d'investissement immobilier. Donc on ne tokenise pas en fait l'immobilier en soi, d'ailleurs juridiquement ce n'est pas possible en France, mais on tokenise les parts d'un fonds d'investissement immobilier. Donc au lieu d'avoir un registre des actionnaires sur un papier, et bien, en fait vous avez le registre des actionnaires qui est tenu sur la blockchain. Souvent aujourd'hui c'est un protocole Ethereum. Et donc ça permettra de faciliter ce qu'on appelle le marché secondaire, à condition d'avoir un acheteur et un vendeur. Ça a été le premier niveau. Le deuxième niveau, et qui est assez récent, qui concerne plus là, les crypto-monnaies, c'est qu'on a eu effectivement à Lyon une première acquisition d'une résidence principale où l'acquéreur en fait, a utilisé des stablecoins, donc qui est l'équivalent de crypto, mais qui reproduisent par exemple la valeur du dollar ou de l'euro. Et donc, il a utilisé des stablecoins qui ont été en fait transférés chez une startup qui a fait l'intermédiaire avec le notaire, ensuite convertis en euros. Donc, il y avait forcément un risque de change, donc il y avait entre guillemets un buffer de 30% qui a été après remboursé si ce buffer n'a pas été utilisé, mais donc qui a permis en fait à l'investisseur, à l'acquéreur en fait, sans jamais basculer en euros et donc sans jamais avoir en fait de frottement fiscal, de ne pas constater une plus-value, de pouvoir acheter effectivement sa résidence principale. En l'occurrence c'était un petit ticket, c'était 370 000 euros à Lyon, mais une première acquisition qui a été entièrement en fait achetée en crypto-monnaie. Donc c'est une première et ça peut être intéressant pour ces tout nouveaux néo-millionnaires de la crypto-monnaie de pouvoir aussi investir dans quelque chose de tangible. On revient sur le tangible, Bastien Baron. Même question pour est-ce qu'il y a d'autres optimisations fiscales dans ce que vous proposez à vos clients, qu'ils soient résidents français ou internationaux? Je pense que le sujet de l'optimisation, c'est plutôt la structuration au départ du deal, ou en fait la structuration juridique qui va faire que on va être à l'IFI, pas à l'IFI, etc. Donc tout, je pense, va se réaliser au départ. Non, ce qu'on n'a peut-être pas forcément parlé ou abordé aujourd'hui, c'est plutôt le sujet du remploi. Donc par exemple, je pense qu'on accompagne pas mal de chefs d'entreprise ici. 150 0 BTR. Exactement, le régime. On peut faire de l'immobilier, c'est pas que des... Voilà, on n'est pas obligé d'investir dans du start-up, on peut aussi investir dans la pierre. Oui, tout à fait. Enfin, indirectement, on va dire dans la pierre, plutôt dans des opérations de marchand de biens dont on a pu parler, ou également dans tout ce qui va être un peu para-hôtellerie. Donc voilà, c'est un peu les deux sujets qu'on va pouvoir réaliser. Et ça plaît beaucoup. Ils sont forcément assez friands parce que d'un côté, on vous propose sinon de faire plutôt du capital risque, donc repartir sur des durées assez longues. Là, on a parlé d'opérations qui peuvent se réaliser, on va dire, sur 12, 36, 48 mois, avec un actif tangible derrière, potentiellement à Paris. On a parlé de très belles adresses, notamment sur les opérations. Forcément, ça plaît, et surtout que l'immobilier en France est quand même un placement privilégié. Donc avec duration courte, sous-jacent immobilier et finalement un risque assez faible, ça match quand même pas mal de cases pour utiliser justement le fameux article 150 0 BTR du Code général des impôts. Voilà, on va terminer là-dessus. En tout cas, pareil, lingot d'or de la pierre, mais l'immobilier haut de gamme, de toute façon, c'est vraiment un lingot d'or qui a toute sa place dans les patrimoines et les plus gros patrimoines, bien évidemment. Merci à nos experts, Julien Magiteri de Coom, Souleymane Jean-Gadima, Sapiens, Bastien Baron de Justae, pour nous avoir éclairé justement sur cet immobilier haut de gamme. Alors, ticket toujours un petit peu élevé, mais en tout cas, on sait à qui s'adresser voilà, si on a des questions à ce sujet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Effet Patrimoine.